Le dancehall est une street dance d'origine jamaïcaine que l'on a par le passé assimilée à la danse raga en Europe, danse qui est arrivée chez nous dans les années 2010 avec des musiques comme celle de Shaggy ou de Sean Paul. Aujourd'hui, de plus en plus de danseurs et danseuses en Belgique tiennent à se distinguer du style raga qui, selon eux, ne respecte pas assez les codes et la culture du dancehall. C'est notamment le cas de Coco et Corentin. Avec pour nom de danseuse Coco, Oriane Vandenberg est pionnière dans la pratique du dancehall en Belgique francophone. Elle a obtenu le titre de Belgian Dancehall Queen en 2020. De son côté, Corentin a commencé le dancehall il y a 10 ans et s'est très vite lancé dans les battles. Il fait partie du Mood Collective à Anvers. Coco et Corentin prennent beaucoup de plaisir à s'entraîner ensemble les mercredis soirs dans la salle du Piano Fabrique. L'atelier est le tremplin culturel pour tous les talents de la commune bruxelloise de Saint-Gilles. C'est là que je les ai retrouvés, dans la salle Dakar du 3e étage. Ils s'entraînaient sur un son de Sean Paul qui réchauffait l'ambiance. Élan d'artiste, Alix 2-1, let's go. Ça va et toi? Vous vous souvenez? Salut Corentin. Elle a besoin de nos steps, enfin nos sons. Donc, quoi de mieux que l'entraînement? Coco et Corentin, bonjour. Bonjour. J'aimerais d'abord en savoir plus sur vous et sur votre parcours. Coco, est-ce que tu peux te présenter brièvement, m'expliquer comment est-ce que le dancehall est devenu ta passion? Tout a commencé en août 2012 où j'ai fait un camp de danse qui s'appelle Big Up Camp. C'était le premier camp de danse dancehall en Europe et c'est là que j'ai vraiment découvert l'univers dancehall, la culture dancehall. Et à partir de là, j'ai été happée. J'ai découvert ce que c'était vraiment la passion. Et depuis 2012, je me suis formée partout. Parce que comme je viens de Louvain-la-Neuve, il n'y avait pas grand-chose concernant le dancehall. Même en Belgique, en général, ce style de danse n'était pas encore très connu. C'était très méconnu, plutôt. Et au fur et à mesure des années, mon ambition, ma détermination, j'en suis venue à faire développer le dancehall. Et j'ai pas lâché. Et avant ça, tu pratiquais un autre style de danse? J'ai fait 10 ans de danse classique. La danse traditionnelle burundaise. Et puis, je suis partie dans le style de danse hip-hop où j'étais très raide. Mais c'est vraiment le dancehall où je me suis vraiment sentie complètement moi-même en me disant ça me convient. Je dirais plutôt que c'est le style de danse qui m'a choisi et pas moi qui ai choisi ma danse. D'accord. Et toi, Corentin? Alors moi, la danse, ça a commencé assez tard. Donc j'avais 21 ans, je revenais juste d'Erasmus. Et quand j'étais en Erasmus, tous les amis que j'avais fait là-bas étaient soit des danseurs, soit ils faisaient du théâtre, etc. Et en revenant en Belgique, je me suis vraiment dit, mais pourquoi je danse pas? Pourquoi moi, j'ai jamais pris des cours de danse? Et du coup, je connaissais pas vraiment la danse. Je savais juste j'aime bien danser. Je veux trouver ce que je veux faire avec. Et je cherchais donc un peu tous les styles de danse. Mais je me suis d'abord demandé c'est quoi la musique que j'écoute. Et c'était surtout la dancehall à ce moment-là. Et j'ai cherché en Belgique qu'est-ce qui correspond à ça. Et je suis tombé à ce moment-là sur la danse raga ici en Belgique à l'époque. Puis j'ai découvert à travers le raga la dancehall et le dancehall. Puis à partir de 2019-2020, je me suis vraiment dit ok, je veux devenir danseur. Et voilà. Comme quoi on peut devenir danseur en commençant Exact. plus tard. C'est super, mais donc j'entends que tu parles du dancehall, de la dancehall. Visiblement, c'est deux termes qui résonnent différemment. Oriane, Coco plutôt, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre la dancehall, le dancehall et surtout, quelle est cette culture finalement? La distinction, elle se fait surtout chez les francophones, enfin pour ma part, parce que en anglais, on fait pas de nuance entre le ou la. Mais je dirais, quand je dis le dancehall, je parle du style de danse. Et quand je dis la dancehall, je parle de la culture dancehall. Le dancehall que je pratique, Oui. c'est donc dans les Caraïbes, en Jamaïque. Donc c'est vraiment
Dans les Caraïbes, il y a quand même plusieurs îles, plusieurs influences. Et vraiment, le style de danse que moi, je pratique, et Corentin aussi, c'est vraiment celui qui est propre aux Jamaïcains, donc à la culture dancehall, à la culture jamaïcaine. Ça a commencé dans les années 70-80, avec ses influences. Donc avant, il y avait le ska, il y a eu le rocksteady, puis on est passé au reggae. Et puis, il y a skanking, et puis il y a eu le dancehall avec toutes ces périodes, old school, middle school, new school, qui sont propres à différentes périodes du contexte des danseurs en Jamaïque. Donc tu dis que c'est né plus ou moins dans les années 70-80, donc ça coïncide avec les années de l'arrivée du hip-hop, mais là plutôt à New York. Et c'est marrant parce que Tiro, lors de l'épisode sur le breakdance, me disait que c'était DJ Kool Herc, qui est un DJ jamaïcain, qui est arrivé à New York et qui a commencé à faire toutes les soirées, ce qui a débouché sur l'arrivée du hip-hop en Amérique. Quel est le début? Est-ce que le hip-hop découlerait, voilà, oui. Pour moi, le hip-hop découle du dancehall, mais plus alors dans sa globalité, dans les sound systems. Quand on va en Jamaïque, il y a des sound systems partout. Donc, c'est vraiment spécifique et propre à cette culture. Ce DJ jamaïcain qui va à New York, il amène une partie de sa culture, il amène sa culture dans ce nouvel environnement. Et là, découle un autre style de danse culturelle, le hip-hop. Ouais. Mais pour moi, le hip-hop découle du dancehall. D'accord. Et Corentin, tu peux nous expliquer c'est quoi un sound system ? Un sound system, c'est quand tu as l'image en Jamaïque, c'est vraiment un mur de baffles. Donc ils ont vraiment des soirées avec des murs de baffles en soirée, mais même juste quand tu vas en Jamaïque, partout il y a de la musique. Même quand t'es la forêt, la jungle, etc. S'il y a une maison, tu entendras de la musique. Enfin partout. C'est vraiment culturel. Oui, ils ont toujours de la musique. Et quand tu te balades à Kingston, t'es en voiture, tu ouvres ta fenêtre, la musique elle vient de partout. Et c'est un brouhaha parce que c'est des musiques différentes, des endroits différents, et t'entends de la musique partout. C'est des personnes qui écoutent de la musique ou c'est carrément des DJ C'est vraiment juste de tout, hein. Donc c'est vraiment des personnes qui écoutent de la musique chez eux, sur la rue, dans la rue, pardon. Mais aussi, partout en soirée. S'installer quelque part, avoir son baf, son poste de musique, hein, peu importe les époques, c'est culturel, c'est... Et c'est pas que la dancehall, hein, c'est vraiment toutes les musiques issues de la Jamaïque. Donc c'était pareil avec le reggae, t'entends du reggae encore partout à Kingston aussi de l'R&B, t'entends vraiment un peu de tout. Là, maintenant, aussi des sons afrobeat, etc. Ok, génial. Les DJ, c'est plus en soirée, donc il y a vraiment t'as la musique partout, la journée, les sons ce qu'on va dire vraiment gros sound system, ça va surtout être en soirée, où là, la musique, elle va s'envoyer sur des mètres et des mètres parce que c'est en plein air. Parfois, tu vois même pas où est le DJ, parce que tout dépend de la luminosité, la lumière, parce que c'est des street parties, donc c'est des soirées dans la rue. Mais t'entends la musique, donc c'est ça qui prime. On n'a pas besoin de voir où est la musique. On entend, on ressent, on vit la musique. Corentin, tu disais tout à l'heure que tu as commencé la danse avec le raga. Justement, moi je me pose la question, quelle est la différence entre le raga et le dancehall ? Parce qu'en Europe, on a tendance à les confondre. Alors oui, il y a une différence, c'est juste mon opinion, entre guillemets, c'est que le raga comme on le connaît ici, ça a commencé déjà il y a plus de 10 ans, où vraiment on voyait les clips, on voyait les danses sur MTV, etc. Et il y a des mouvements qui sont revenus, et pour moi le raga c'est vraiment un terme un peu qui englobe vraiment différentes influences qu'on connaissait peut-être pas encore nécessairement à l'époque ici. Il y a eu des gens qui ont été chercher des infos en Jamaïque, aux USA, etc. Mais ce qui a été ramené ici en Europe, ou soit ça s'est un peu dilué, ou les codes n'ont pas été ramenés avec en fait. Donc on a ramené des mouvements, on a ramené un peu de la danse entre guillemets, sans nécessairement ramener aussi toute la culture qu'il y avait derrière et les codes qu'il y a derrière en Jamaïque aussi. Par exemple, ma prof de raga avec qui j'ai commencé, elle avait des influences de danse africaine, elle avait des influences de dancehall, mais aussi de hip-hop, etc. Donc c'est vraiment un melting pot, entre guillemets, de styles de danse différentes qui s'est rassemblé ici en Europe sans avoir les infos nécessairement, ou toutes les infos plutôt, des danses originaires. Pour moi, il y a encore une étape différente. Si on compare avec la France, en France, ils ont déjà une communauté caribéenne.
Donc il y a déjà des influences qui sont au sein même du pays, la France. Quand bien même quand ils parlaient de raga, parce qu'il y avait quand même le genre musical ragamuffin, ces personnages qui étaient plus âgés que nous, peut-être maintenant elles ont 45, 50 ans, c'était leur manière, sur ce style musical ragamuffin, de s'exprimer, mais en étant aussi dans ces communautés caribéennes. En Belgique, suite à l'histoire coloniale, c'est principalement une communauté africaine qui est en Belgique. Et donc, on n'avait pas à l'époque les codes de ces cultures caribéennes. Aujourd'hui, tout est quand même beaucoup plus accessible en termes d'information au niveau de la culture, au niveau de l'histoire, des origines. Donc ça, c'est vraiment une belle avancée pour nous si on commence la danse en 2025. Mais il faut se remettre à l'époque. C'est vrai que moi, ma prof raga, ses influences, c'était plutôt hip-hop. Et raga, c'était quelque chose de plus dynamique où elle avait envie de bouger ses hanches. C'est ça, ouais. Mais c'était hip-hopisé, plus ce côté qu'on rajoutait une touche plus féminine. Et quand tu dis ce côté hip-hop, ça veut dire plus dans le dans terre, les dans la lignes, terre, voilà, ou dans les lignes, ouais. ou dans la technique du corps, Ouais. où on allait bouger un peu le bassin, mais c'était une prof issue de la communauté, on va dire une communauté non racisée, donc Ouais. blanche, qui n'était pas plongée dans des communautés caribéennes. Donc elle me transmettait sa vision, sa perception, son mélange de toutes ces influences, ce qui donne un raga différent. Donc c'est vraiment très difficile pour moi de dire ce que c'est du raga, si ce n'est que pour moi c'est un style de danse qui regroupe toutes les influences du prof. Et j'appelle ça raga parce que pour moi c'est un terme à l'époque très commercial. Oui. Je vais faire du raga, je fais un cours de raga sans savoir ce que c'est. On mettait quand même les musiques du moment, donc c'est sûr que quand Sean Paul est arrivé avec ses musiques, We Be Burning, Temperature, tous ces sons qui étaient au top du classement numéro 1, mais c'est sûr c'était des sons que les profs de raga allaient utiliser. Et ce sont des sons de dancehall. Quand c'est Sean Paul, c'est du dancehall. Ouais. Mais il y avait aussi d'autres sons avec quand même des sonorités. C'était quand même quelque chose de jovial. C'était quand même le raga, c'était quand même sur des musiques où on mettait plein de couleurs, on allait bouger, c'était dynamique. Donc il y avait quand même cette idée de c'est un style dynamique, on bouge géant. C'est comme si parmi toute la panoplie de cours qu'il y avait, c'était un cours où les filles pouvaient venir et se lâcher. Alors qu'avec le dancehall, on sait d'où ça vient, on connaît les codes, on expecte de respecter au mieux parce qu'on veut respecter au mieux la culture. Excitement. When the girl them walk out with them good clean body. Ladies, step to the dance floor. Position, bend over right there, so. Short off. Coco, le dancehall semble être une danse qui est née d'un mouvement de contestation à l'égard de la société. Est-ce que tu confirmes ? Je ne suis pas assez experte pour savoir si c'est vraiment issu d'un mouvement contestataire. C'est surtout, pour moi, le dancehall, c'est vraiment la danse de la majorité pauvre en Jamaïque qui a trouvé ce moyen pour exprimer leur quotidien. Il y a, via les paroles, on comprend certaines revendications, mais j'identifie pas un moment précis qui est le début du dancehall et qui permet de dire c'est ce mouvement contestataire qui a pris le chemin et le dancehall est parti de là. C'est juste qu'on peut voir au niveau des périodes, old school, middle school, new school, que comme c'est lié au contexte politique et le contexte dans lequel cette majorité pauvre se trouvait, dans la manière de faire la musique, la manière dont les paroles sont construites, ce qui va être exprimé, est propice à des périodes plus difficiles ou plus joyeuses ou plus revendicatrices. Au niveau des paroles, par exemple dans la musique, c'est beaucoup moins révolutionnaire que le reggae l'était des années avant en fait. Donc les thèmes sont différents. Il y a beaucoup de thèmes qui parlent vraiment justement des soirées, etc. Les thèmes de maintenant, par exemple, sont aussi beaucoup dans la violence qui se passe encore beaucoup en Jamaïque, etc. Mais aussi énormément juste du quotidien. Il y a un son, c'est la mort de George Floyd. Buju Banton a fait un son quelques semaines après et on sentait une certaine revendication. Mais la mort de George Floyd, on était aussi dans ce confinement. Et puis la mort de George Floyd a relancé le mouvement de Black Lives Matter. Voilà, c'est peut-être le son qui me paraît le plus revendicateur. Des artistes comme Vybz Kartel prennent aussi des positions politiques, des critiques sur le gouvernement, la manière dont c'est géré, dont la majorité pauvre, entre guillemets, est gérée aussi, et les chances et les possibilités que les gens en Jamaïque ont suite à la manière dont le pays est géré, mais surtout les effets qui restent encore de la colonialisation. Après, on parle beaucoup de sexualité en dancehall. C'est quand même, dans les paroles, un thème important. Je le vois aussi comme quelque chose de plutôt revendicateur, puisque les sons où on parle beaucoup de sexualité sont clairement des sons qui sont exclusivement pour les danseuses. C'est très codifié, très genré dans le dancehall. Et donc,
Dès que ça parle de sexualité, le groupe cible est vraiment les danseuses et les chanteuses jamaïcaines chantent beaucoup en donnant certaines positions ou certaines libertés. On peut le voir aussi comme des revendications. Corentin, tu as expliqué que tu as commencé à pratiquer le dancehall parce que tu aimes beaucoup la musique dancehall. Quels sont exactement les compositeurs, les musiciens dancehall les plus connus dans le monde? Je pense qu'on a tous grandi avec Sean Paul, début des années 2000. Après moi, la personne qui m'a vraiment fait graviter vers la dancehall, c'est Elephant Man. Un jour, par hasard, je suis tombé sur le featuring qu'il avait fait avec Cat Luna. Le couplet de Elephant Man m'a fait rechercher l'artiste et puis je suis tombé dans un trou de musique dancehall et j'en suis jamais sorti en fait. Excellent. Mais sinon, oui, il y a Beenie Man qui est aussi super connu et une légende là-bas. Et puis maintenant, Vybz Kartel. Qui est sorti de prison. Qui est sorti de prison aussi, après mais 13 ans, mais qui a toujours été présent sur la scène musicale. Il n'y a pas Shaggy? Shaggy, en fait, pour moi, Sean Paul, c'est un peu Bob Marley. Bob Marley, tout le monde connaît Bob Marley, mais c'est pas Bob Marley qui a inventé le reggae. Il a juste permis une expansion du reggae en dancehall. Je dirais que Sean Paul est celui qui a rendu la dancehall commerciale. Mais c'est pas lui qui a inventé le dancehall. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Dancehall of me everything. Dancehall of me everything. Dancehall of me everything. Jungle is Billy Bounce, yeah. Every bad man and every dog, yeah. I agree. Est-ce qu'on peut danser le dancehall sur n'importe quelle musique? Ah oui, tant qu'on maîtrise ce qui rend ta gestuelle dancehall. Parce qu'il peut y avoir différents mouvements. On va prendre le pas de bourré. Pas de bourré en classique, en hip-hop, en afro, en house, en dancehall. La base reste la même. Mais c'est la gestuelle du corps, les spécificités organiques qui vont définir si on parle de dancehall, si on parle de hip-hop, si on est plus en house, si on est en afro, si on est en dancehall. Donc pour moi, à partir du moment où on maîtrise suffisamment la gestuelle dancehall, les mouvements dancehall dans leur essence, on peut faire du dancehall sur n'importe quelle musique, mais ça va nous mettre en difficulté. Chaque style de danse a vraiment son essence et même si tu la voyais sans musique, tu saurais dire que c'est de la dancehall. La dancehall n'est pas une culture axée sur ce qui est battle, entre guillemets. C'est une danse qui vient originellement, c'est une danse sociale, c'est une danse qu'on danse ensemble. C'est une danse pour partager, pour qu'on danse dans la rue, où on s'amuse. Et puis, petit à petit, évidemment, l'air du temps a changé. Et c'est surtout les Européens, les Américains qui ont introduit, entre guillemets, le concept de battle comme on le connaît ici. Ouais, le concept de freestyle. Oui. Ouais, freestyle. Et ce concept, c'est un concept de l'Occident. De l'Occident, pardon, oui. Et c'est pas ce qu'ils connaissaient en Jamaïque. Ils faisaient des clashs aussi, hein, donc il y avait vraiment des concours de danse, etc. Oui, aussi. C'était plutôt sous forme de clash, pas de freestyle. Allez, 45 secondes, vas-y, c'était vraiment le clash 2 fois 8 ans, 1 fois 8 ans, comme question-réponse, comme un ping-pong. À partir de quand tu peux dire, ok, c'est bon, c'est toi qui as gagné? Bon, ici, on a nos règles qui, de nouveau, se rapprochent à ce qu'on connaît dans les battles. Mais en Jamaïque, c'est la communauté. Et la communauté, elle va crier pour la personne qui... Oui, c'est le public. C'est le public, oui. Et tu sais quand tu gagnes ou quand tu perds. La communauté a vraiment une place très importante dans... Comment expliquer ça? C'est pas parce qu'un danseur crée un step dancehall qu'il va forcément devenir un step dancehall. Pour qu'un step soit vraiment dancehall, il faut que la communauté, il faut que ça soit rentré comme dans un processus. Donc les danseurs vont en soirée, chaque crew, chaque team a son corner, a son espace bien défini dans le cercle de la soirée. Et à force, à chaque soirée, de faire son step, c'est quand le danseur ou le crew n'est pas là, mais que le step, la communauté le danse, ça veut dire qu'il est devenu dancehall. Il est rentré dans un processus. La communauté dancehall, c'est pas que les danseurs. La communauté dancehall, c'est les danseurs, mais c'est les photographes, les caméramans, les spectateurs, les enfants, ceux qui vendent le poulet, voilà. Le vendeur de weed. En fait, il faut voir le dancehall un peu comme la Macarena. Tout le monde connaît la Macarena et personne n'a été dans une école
école de danse pour apprendre la Macarena. Et pourtant, si on met la chanson, tout le monde va savoir. Et c'est ça vraiment l'idée du processus dancehall et comment le step devient dancehall. Coco t'expliquait que chaque crew avait son corner. Est-ce que donc chacun danse un peu de son côté, un peu comme les cyphers en hip-hop, ou ça n'a rien à voir? Donc j'étais en 2016 et en 2018. Donc tu avais cette soirée, on va dire, c'est un espace en plein air. Et il faut le voir vraiment comme des cerceaux du plus petit au plus grand. Donc le cerceau le plus décentré, enfin le plus écarté, pardon, c'est vraiment le public, les personnes qui aiment juste la musique. Et souvent, en coin extérieur, le sound system avec le MC et le DJ. Donc, qui sont pas au milieu de la soirée, qui sont vraiment décentralisés. Puis, tu as un deuxième cerceau avec les danseurs, on va dire plutôt nous les danseurs, qui sont, j'allais dire plutôt moi, les danseurs touristes. Et puis, il y avait un autre cercle centré où c'était les crews et chaque espace du cerceau, par exemple, coin droit, coin gauche, coin inférieur, était vraiment défini pour chaque crew. Par exemple, t'avais Elite Team dans un coin, Rifical Team dans un autre, Black Roses dans un... Enfin, t'avais vraiment différents crews qui, eux, en fait, quand ils sont pas là, personne ne se met à leur place. Donc, il y a vraiment ce côté, c'est notre espace. Et donc, ça te permettait aussi de différencier, de voir, tel team est là, tel team est pas là. Mais c'était aussi pour arriver à avoir cet espace privilégié dans ce cercle. Il y avait tout un processus où ils ont dû s'imposer, venir toutes les soirées, tout le temps, et vraiment s'imposer en disant c'est notre espace. Et puis au milieu de ce cercle, on va dire élitiste privilégié, t'as le caméraman et en fait il tourne là où il y a l'énergie la plus haute. Donc en fait tu sens vraiment que c'est une mission. En fait ils partent en mission à l'époque. Les danseurs, les crews partaient en mission et ils faisaient peut-être 2h30 de marche parce qu'ils habitaient loin pour pouvoir aller en soirée, défendre une identité, défendre une signature, leur style de danse, leur mouvement. Du coup, chaque crew avait une identité beaucoup plus forte. Et tu ne dansais pas parce que tu aimais bien la musique et tu allais au milieu. Donc c'est pour ça que nous, on était des danseurs comme moi, touristes. On était vraiment dans le cercle derrière eux parce qu'on observe, on regarde. J'adore le dancehall, mais je vais jamais m'imposer au milieu. Il y avait ce code non explicite parce que si on te le dit pas, t'as l'impression que tu peux, comme en Belgique, je rentre en boîte de nuit, je vais danser, non. Et si tu venais avec un crew à la soirée, tu devais rester à côté de ce crew toute la soirée. Après, tu as le rôle du MC qui appelle les danseuses ou les danseurs. Et là, c'est une preuve de respect quand le MC devant tout le monde dit ton nom. Donc, tu peux pas dire non, je suis timide, je veux pas. Non, si le MC dit ton nom, c'est une preuve de respect, c'est que tu es quelqu'un. La communauté te considère. Et là, tu as le droit de venir au milieu et d'avoir la lumière et de danser. Une fois, on m'a appelée. J'étais toute seule, mais parce qu'ils ont dit all the Jamaican women come in the center. Donc, toutes les Jamaïcaines venaient. Et il y a une Jamaïcaine qui avait repéré que moi, j'avais pas bougé. Et elle est venue me dire je dis non, moi je suis africaine. Et après j'ai entendu we got one African woman in the building, come in the center. Et j'étais là, là j'aurais dit non, mais moi je veux pas danser du dancehall devant les Jamaïcaines, entourée de non, je dis mettez-moi un son afro. Mais j'ai senti que c'était aussi une preuve de respect, c'est de dire on a quelqu'un, donc faut comprendre tous ces codes-là et ça demande beaucoup d'observation. Mais c'est vrai que Corentin qui a été dernièrement, je reviens l'année passée en Jamaïque et c'est vrai que en fait quand tu vas aux soirées de la culture dancehall, surtout en tant qu'Européen, vraiment un guest là et c'est limite un showcase en fait c'est vraiment les danseurs ils dansent mais c'est leur vie. Beaucoup ont que ça ou ont un petit job à côté etc. Et pour permettre de percer ils doivent donner leur vie dans cette soirée pour être filmés, pour avoir des vues, pour pouvoir justement prouver que voilà ils sont là, ils méritent leur place et à aucun moment Oui, tu veux dire en tant qu'Européen à aucun moment tu vas dire salut moi je fais du dancehall, je viens m'intégrer à la soirée. Si eux t'invitent pas dans leur espace, c'est super mal vu C'est très mal vu, ouais. On te le dit pas. On te le dit pas. Oui. Donc si tu le sais pas... Si tu le sais pas, tu penses que c'est comme quand t'es en Europe, une petite soirée, j'ai envie de m'amuser, venez, on va au milieu. Et Les soirées de la culture dancehall sont vraiment très carrées, enfin très codifiées, mais aussi super folles parce que tu sais jamais ce qui va se passer pendant une soirée, quoi. C'est pour le même prix. Oui, il y a une énergie qui se passe et tu vois des choses incroyables, même en termes d'énergie, de danse, que je trouve sorties de leur contexte et simplement retransmises sur Instagram, ne sont pas représentatives, qui sont peut-être juste là pour choquer ou on peut choquer de ce qu'on voit peut-être sur Instagram. Mais quand on est dans le contexte, dans l'environnement, dans la soirée, qu'on a tous les facteurs, tous les éléments en notre possession, mais il n'y a rien qui nous choque. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret des choses incroyables, l'énergie qui ressort?
grimper sur le toit d'une partie de la soirée avec tout un crew où ils font vraiment le même move tous ensemble et ils sont vraiment à s'enjailler. Et tu vois, toute la soirée elle est là en train de regarder ou ils ramènent parfois aussi genre des lance-flammes comme ça et ils dansent avec ça ou danser avec tous des objets du quotidien aussi. Il y en avait un qui avait toujours une caisse automatique comme ça et donc il dansait toujours avec cette fausse caisse automatique, avec ce long ticket de caisse qui traînait. Il était vraiment dans son élément. Et les DJ sont incroyables parce qu'il y a le début de la soirée et puis il faut monter en énergie et arriver à un summum et puis tu enchaînes une soirée, tu la commences à un endroit et quand elle s'arrête, tout le monde va à un autre endroit 1 kilomètre plus loin et c'est une autre soirée qui commence et on repart dans cette énergie-là. Donc tu fais souvent 2 soirées en une nuit. Ou 3, parce qu'il y en a qui commencent à 6h et qui se finissent à 8h du matin. Enfin, moi, j'avais ça à l'époque, je sais pas si ça continue encore, mais de ce que je vois sur les réseaux, ça n'a pas bougé. Et puis, je pense, une des raisons principales aussi, c'est les filles, là, elles sont super acrobatiques. Donc, en fin de soirée, elles reçoivent toujours un petit moment, souvent trop court, mais elles reçoivent un moment où c'est vraiment que des sons pour les filles. Et la danse actuelle, là, maintenant, en Jamaïque, c'est vraiment acrobatie sur acrobatie, des splits, des grands écarts, des sauts du podium par terre, des head top, ça part vraiment dans tous les sens et c'est incroyable à voir en vrai en tout cas. Coco, tu peux un peu expliquer plus en profondeur ce fameux moment pour les filles dans les soirées? En fait, en dancehall, nous en tant que danseuses, on a le droit de faire tous les mouvements, il n'y a pas de restriction. Le danseur ne peut pas faire les mouvements féminins qui sont exclusivement réservés aux filles. Moi, les danseuses jamaïcaines qui ont été mes profs, c'était beaucoup plus dans cette rotation du bassin qu'on appelle le wine, la sensualité qui était beaucoup plus recherchée à ce moment-là. Et je vois donc de 2016, maintenant on est en 2025, en moins de 10 ans, il y a eu une évolution et une prise de position chez ces danseuses jamaïcaines, beaucoup plus dynamique et acrobatique. Elles ont aucune peur de se faire mal, elles ont juste envie de danser, donc vraiment libérer et assumer. Donc c'est quand même des mouvements qui demandent énormément de cardio, qui sont très acrobatiques. Ça montre aussi une prise d'espace et de position en tant que danseuse, parce que ça reste une culture où au final c'est l'homme qui décide. Okay. C'est l'homme qui décide quand est-ce qu'il y aura les musiques pour les filles, quand est-ce que sera leur moment et pendant combien de temps. Donc parfois, ça peut être que 5 chansons sur toute une soirée, 5 chansons, mais dès qu'elles entendent que c'est leur moment à elles, les garçons s'écartent et les filles prennent l'espace. Si je me mets à leur place, si je sais qu'il y a que 5 chansons où je vais pouvoir être moi-même à ce moment-là, c'est sûr que je vais avoir une énergie beaucoup plus explosive, dynamique. Et je vais me dire, non mais il peut arrêter à tout moment, ça peut changer à tout moment, ou un danseur jamaïcain va vouloir danser avec moi. Du coup, on va finir sur une danse à 2. Et donc, je ne serai plus toute seule. Il y a toujours la notion du consentement, il faut quand même le reconnaître. Je me suis jamais autant bien sentie dans le milieu dancehall parce que la notion de consentement, quand je veux pas danser, est respectée à 100%. On attend toujours que je dise oui. Alors qu'en Belgique, tu dis non, il insiste. Dans les soirées dancehall ou les soirées avec des Jamaïcains, que ce soit même en Europe, organisées par les Jamaïcains, d'une façon non verbale ou verbale, si je disais non ou si je faisais un non de la tête ou de la main, c'était considéré comme un non et il passait à une autre fille. Ça, c'est quand même extraordinaire et je pense que c'est pour ça que autant de filles se plaisent dans le dancehall parce qu'on a une liberté de tenue. En fait, tu peux t'habiller comme tu le souhaites en dancehall. C'est express yourself, donc exprime-toi. Tu as le droit de te dénuder, d'être sexy, couverte, extravagante, discrète. Tant que c'est toi, c'est autorisé. Mais c'est à toi d'assumer. Si tu as envie d'être ultra sexy ou habillée de manière très moulante, très sexy, faut pas être gêné. Personne ne t'a demandé de t'habiller comme ça. Tu as décidé de t'habiller comme ça, c'est très bien, donc il faut quand même l'assumer. Mais c'est pas pour ça que ça va attirer et que les garçons vont prendre ça comme une invitation. Ils vont juste dire « Oh, you look good ». Mais c'est vrai que plus le danseur jamaïcain voit que tu t'assumes dans ton style, plus t'as de compliments. Ils sont super créatifs avec leurs compliments. Oui, c'est que des compliments. Je n'ai jamais entendu de danseur jamaïcain faire une critique négative. Même si tu prends du poids, oh, t'as pris du poids, ça te va bien. Si c'est pas un compliment, on se tait. Did you like our wash today? Yes. You're looking so nice. Thank you. Looking so sweet and wonderful. Thank you, Jerry. Yeah, Would you like it study? Study the full 100. All right, we're gonna ensure that it's very wet for you, okay? Oh, why? Ever. Oh, fine. Wow, you know, c'est bien more. Et donc, tu as ce moment, ces 15 minutes où les femmes peuvent danser et ont leur moment à elles. Mais pendant le reste de la soirée, elles peuvent quand même danser avec les hommes. C'est pas une danse à 2. Oui, donc, oui, à danser à côté. Ouais. Ouais, bon, les garçons sont quand même
tellement imposant. Là où avant il y avait que des hommes, maintenant il y a de plus en plus de filles qui font partie des crews avec les hommes et qui du coup aussi font la danse unisexe, on va dire. Le dancehall est unisexe, mais puis t'as le dancehall féminin qui est en Jamaïque seulement pour les filles. Donc toi, Corentin, en tant qu'homme, toi tu vas pratiquer l'unisexe, quoi. C'est ça. Et est-ce que, justement, avec tout ce que tu viens de dire, Coco, on peut considérer que le dancehall est une danse féministe, finalement? Féministe, très bonne question. Parce que pour eux, c'est pas une question d'être féministe, c'est une question, c'est le moment pour les filles, c'est leur moment. Elles vont danser aussi nos mouvements, tout le monde peut danser, mais là, c'est exclusivement leur moment pour elles. Je vois pas le dancehall comme une danse féministe, je vois juste le dancehall comme une danse qui laisse la place de façon organisée à la danseuse. La culture se passe toujours dans un cadre très patriarcal. Et donc pour moi, il y a quand même encore cette dynamique où, malheureusement, on va dire, la position de l'homme reste quand même dominante dans la culture, malgré que c'est la réponse des femmes pour avoir quand même un mouvement libératoire dans ce contexte-là. Ce qui est pour elle très fort, entre guillemets. Mais c'est vrai que la danse reste quand même très dominée par les hommes. On a beaucoup parlé de la Jamaïque. Qu'en est-il en Belgique? Parce qu'ici, je suis face à 2 danseurs belges qui sont dans une communauté dancehall. À quoi ressemble cette communauté dancehall ici en Belgique? Ce qui est incroyable, je trouve, maintenant, c'est qu'on est un petit pays, certes, mais il y a des danseurs dancehall un peu partout en Belgique. Que ça soit en Flandre, que ça soit sur Bruxelles, que ça soit en Wallonie. Et on a quand même fini par tous se connaître. Je dirais qu'on est des danseurs dancehall qui participent à des workshops dancehall, à des événements dancehall, à des camps dancehall qui vont en Jamaïque. Donc je sors du cadre de juste être élève et prendre un cours dancehall. Bien sûr. Donc on sort du cadre des écoles. On est dans le freestyle, quoi. Ouais, freestyle où juste j'ai décidé de prendre de mon temps et pour me faire plaisir de faire un petit stage dancehall. Je dirais qu'on est au minimum, on est entre 50 et 70. On est au moins 50 danseurs. On est de plus en plus dans un développement. Donc c'est vraiment en train de croître la connaissance du dancehall et les personnes arrivent de plus en plus à différencier le raga du dancehall, à comprendre qu'il y a des codes à respecter, à vouloir les respecter parce que c'est pas parce qu'on a un code qu'on a envie de le respecter. Donc pour moi, elle est développée et elle est vraiment unifiée. On se fait pas de différence entre francophone et néerlandophone. Donc ça déjà, je trouve ça hyper chouette. Et toi, Corentin, donc toi tu es flamand, c'est ça, hein? Est-ce qu'en Flandre, donc, il y a aussi une sorte de militantisme pour le dancehall que j'ai pu ressentir en Belgique francophone? Oui, je pense que on a vraiment cette envie aussi de défendre un peu cette culture, ou en tout cas de la représenter correctement, ou au mieux de notre habilité, je vais dire ça comme ça, parce que on n'est pas jamaïcain, évidemment. Et vous parlez beaucoup, aller chercher l'information, parfois voyager, etc. Mais il y a quand même les réseaux sociaux qui j'ai l'impression, de façon un peu naïve, nous donnent beaucoup d'informations aussi. Est-ce qu'on peut se fier aux réseaux sociaux ou ça suffit pas du tout en tant que danseur? C'est la grande question. Tout dépend de ce que tu recherches pour moi. Si tu cherches des informations sur le mouvement, la culture, et que tu veux apprendre ce mouvement, pour moi, tu dois apprendre du créateur. C'est-à-dire que quand il y a un Jamaïcain qui est quelque part en Belgique, tu vas te débrouiller pour aller apprendre de la source. Parce que sur les réseaux, tu vas voir une vidéo, tu pourrais apprendre en vidéo. Mais il n'y a pas l'essence. En fait, moi, ce que je dirais, c'est les réseaux, pour moi, c'est un très très bon aide-mémoire. Parce que tu retrouves tout, tu peux retrouver les infos. Mais apprendre juste à partir des réseaux sociaux, t'apprends une capsule vide, en fait. T'apprends un mouvement qui est dénoué de sens parce que tu... Déjà, c'est en 2D, donc... Voilà. Donc moi, personnellement, déjà, j'ai super dur à apprendre de vidéos. Donc, mais alors, en plus de ça, c'est surtout... j'ai commencé la danse aussi en tant qu'adulte. Donc moi, ce qui m'a attiré beaucoup à la danse, c'est justement le fait d'avoir une communauté, d'avoir une culture, d'avoir une histoire derrière tout ce qui se passe dans la danse. Et donc, juste apprendre des mouvements à partir d'une vidéo. Pour moi, personnellement, il n'y a pas beaucoup de valeur, mais ça m'apprend juste un step de plus. C'est pas avoir 3000 steps qui va faire de toi un bon danseur ou qui va faire que tu racontes quelque chose avec ta danse. Après, ce que j'aime beaucoup dans les réseaux, c'est voir les passages des autres danseurs dancehall qui aiment le freestyle. Parce que c'est pas parce qu'on est danseur dancehall ou danseur tout court qu'on doit aimer les battles, les freestyles, c'est vraiment libre à chacun. Et je trouve ça très inspirant. Donc je peux passer des journées à regarder juste des passages freestyle de danseurs dancehall parce que j'ai personne qui va... Autour de moi, il y a personne qui est là pour me dire « Tiens, je vais te donner des clés pour être un bon freestyler en dancehall. » Quand on regarde la communauté ici en Belgique, en fait, malgré qu'on soit une 50, 70, faut toujours se rappeler que elle a plus ou moins 10 ans, peut-être un
petit peu plus, mais ça reste une communauté très jeune en Belgique. Il y a encore vraiment beaucoup à développer, à grandir en tant que communauté ici en Belgique. Et c'est marrant parce que 10 ans, donc elle est jeune, mais le dancehall n'est pas jeune. Il a fallu du temps pour que ça s'exporte jusqu'en Belgique. De un, tout en sachant que comme on n'avait pas de communauté caribéenne, parce que ça date depuis plus longtemps en France. Même si c'était pas le dancehall jamaïcain, ils ont tous les Caribéens, Guadeloupéens, Martiniquais. Ils le disent tous. On a notre dancehall aussi de chez nous. Mais nous, en Belgique, oui, c'est assez extraordinaire de se dire qu'on a réussi à amener cet univers, et ça a été un long travail parce que les danseurs des autres styles de danse ne comprenaient pas au début qu'est-ce qu'on revendiquait, pourquoi on était autant à cheval. Enfin, au début on m'appelait quand même la police du dancehall. Maintenant on est plusieurs à être la police du dancehall, mais parce que j'étais très à cheval sur le respect des codes, la culture. Mais 10 ans plus tard, je vois bien, c'est d'autant plus encourageant, voilà. On comprend de plus en plus que le DJ est crucial lorsqu'on organise un événement dancehall. Les organisateurs font beaucoup plus attention à avoir un DJ qui s'y connaît et pas quelqu'un qui aime le dancehall. Et pourquoi il est tellement crucial ? Parce que beaucoup de codes sont dans la musique en fait. Ouais. Donc le choix des chansons va vraiment amener quelque chose de spécifique à la soirée, à la danse aussi, ou à l'événement. À l'événement, que ça soit une jam, un battle. Un battle, c'est très crucial parce que si on veut organiser un battle de crump, personne va s'improviser DJ crump. Mais pour moi, ça devrait être pareil en dancehall. C'est pas parce que c'est un style de danse où la musique est plus accessible que ça veut dire que le DJ s'y connaît. Juste pour donner un exemple concret, pour comprendre pourquoi, beaucoup des anciennes musiques jamaïcaines sont liées à des mouvements. Donc c'est comme un peu la Macarena. Oui. Donc si à un battle on te met la Macarena, en fait théoriquement t'as juste à danser la Macarena, tu danserais pas autre chose sur la Macarena. Donc du coup dans les codes de dancehall c'est complexe de se dire ok mais je vais pas mettre n'importe quelle chanson dancehall parce qu'il y a peut-être un code derrière qui est déjà fixe. Donc pour pouvoir danser librement sur une chanson qui a vraiment un code fixe, c'est un challenge. Ok, d'accord. Oui, ou une musique purement que pour les filles, ou pour les danseuses, et que le DJ mette ce son-là et qu'on a 2 danseurs masculins. Là, au niveau du code, c'est pas possible. Ou une fille et un garçon, c'est-à-dire que le garçon n'est pas autorisé à danser sur ce style de musique parce que c'est la culture. Le DJ, s'il le sait pas, c'est au danseur de refuser. Mais si le danseur, parce qu'il y a des débutants qui ont commencé, donc on peut pas tout savoir. Pour moi, c'est si le DJ fait cette erreur, parce que ça peut arriver, parfois on peut pas connaître tous les sons, c'est au juge de signaler au DJ mais un autre son. Donc en fait, toi, tu es un peu une pionnière du dance. C'est un peu toi aussi qui a exporté le dancehall en Belgique. Il y avait des personnes avant moi, parce que quand j'ai commencé, il y avait d'autres Belges. Moi, ce que j'ai apporté, je dirais, c'est surtout la jam dancehall. Donc au lieu de se rencontrer toujours à un stage, moi j'ai mis en place le sound system, le DJ, et j'ai dit à toute la Belgique, venez, on s'entraîne, on danse, on met de la musique pendant 3 heures. C'était déjà quelque chose que je faisais à l'époque. Quand je regarde mes posts Facebook, puisqu'à l'époque, tout se passait sur Facebook, je vois que j'écrivais en grand et je taguais tout le monde. Rendez-vous demain après-midi, chacun met 2 € et on s'entraîne. Donc j'avais déjà, depuis 2013-2014, j'avais déjà cette envie de chaque fois rassembler, juste pour qu'on partage ensemble. Et puis, j'avais le désir d'organiser des battles, des clashs, mais avec les règles du dancehall. Ça, c'est ma pierre à l'édifice. J'organisais un agenda avec tous les stages que tout le monde organisait comme ça, à un seul endroit, tout le monde pouvait avoir les informations. J'ai un côté très organisationnel. La police, quoi. Ouais. Ouais, je suis chaude là. Je peux pas du tout danser, mais là, je suis trop chaude. Là, je peux pas danser, là, la battle dimanche, elle est prête. Let's go. 5, 6, 7, 8. J'ai une dernière question pour vous. En quoi le dancehall, donc la danse dancehall, peut-elle maintenir notre regard critique sur des problématiques sociétales actuelles ? Depuis que j'ai commencé la danse et surtout en dancehall, je me suis toujours rendu compte que, je suis un homme blanc qui prend de la place dans cette danse. Et j'ai toujours trouvé ça important de rester conscient de ça, de penser à quelle place je prends dans la communauté et
comment aussi donner et rendre à cette communauté. Coco mentionnait aussi les mouvements comme le Black Lives Matter. Et justement, danser dans des danses qui viennent de culture noire, c'est vraiment important de penser à la danse, mais aussi à tout ce qui se passe autour et de rester aussi en réflexion au-delà de la danse. Et la deuxième partie que je trouve aussi important, c'est que beaucoup de ces questions sociétales font partie de la culture, font aussi partie de la culture de la danse. Il y a aussi beaucoup de questions sociétales de l'Occident et l'impact qu'on a sur la Jamaïque, sur les danseurs en Jamaïque et notre rôle à ce niveau-là aussi. Et là, je pense, le capitalisme, la consommation ou la manière de consommer la danse ici en Europe est complètement différente d'ailleurs dans le monde. Et cette notion de je vais à un cours de danse, j'apprends une chorégraphie et voilà, je rentre chez moi et le reste, et le fait que nous, on veut prendre des cours, il y a cette dynamique de il faut fournir des informations et ça dénature en partie. Je veux pas porter de jugement si c'est positif, si c'est négatif, mais ça apporte vraiment un changement en Jamaïque et les gens qui ont été en Jamaïque il y a 10 ans, comparé aux gens qui vont en Jamaïque maintenant, c'est plus la même chose. Parce qu'ils ne connaissent plus la culture dancehall, c'est ça que tu veux dire? Si, il y a encore la culture dancehall, mais elle a tellement évolué, mais elle a été tellement aussi impactée par l'Occident. Puis il y a un autre sujet que je trouve personnellement qui moi me touche, c'est vraiment on a parlé beaucoup de les filles, ils peuvent danser que sur les sons féminins, les hommes ne peuvent pas. Personnellement, en tant qu'homme gay, j'ai dansé le style féminin aussi, mais j'ai toujours su, ok, je sais dans le contexte belge et dans le contexte entre belges, je peux le faire. Dès qu'on rentre dans un contexte qui est jamaïcain, où il y a des Jamaïcains, je dois voir qu'est-ce qui est possible et comment je navigue cet espace, tout en respectant le fait de leur culture. On m'a souvent dit, mais comment tu peux allier ces deux choses? Comment tu peux allier le fait d'être gay et en fait, c'est pas ma culture. Je ne vais pas aller changer quelque chose qui n'est pas à moi. Je m'exprime à travers cette culture, mais c'est pas moi en tant qu'homme ici en Belgique d'aller dire ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire avec leur culture. Tout en donnant un message d'espoir, c'est que de nouveau, jugement positif, négatif, je laisse le jugement de côté, mais c'est que les danseurs en Jamaïque voyagent de plus en plus, ont l'opportunité de pouvoir voyager, les danseuses aussi. Les danseuses qui créent cette danse féminine, entre guillemets, sont de plus en plus ouvertes à donner cours aussi à des hommes, à partager cette danse et de voir ça juste vraiment comme la danse, elle appartient à tout le monde et tout le monde peut s'exprimer à travers ça. Donc le changement, il commence petit à petit. J'ai hâte de voir l'évolution du dancehall dans les années à venir. Merci beaucoup. Et toi, Coco? Moi, ça serait plus la place de la femme dans sa liberté de faire des mouvements, parce qu'en dancehall, il y a une hypersexualisation de la femme qui n'est pas du tout mal vue et au contraire qui est valorisée. Elle est considérée, elle est mise vraiment au rang de reine, et la nudité dans le dancehall ne pose aucun problème. Et je pense que c'est les Caraïbes de manière générale. Donc ça me pose la question chaque fois en Belgique où si une femme met une jupe trop courte, si elle se montre trop, si elle est trop sexy, on va toujours la blâmer ou elle sera blâmée par des femmes ou par des hommes. Et donc dans le dancehall, je trouve que ça nous met face à une autre vision de laissons à la femme la liberté de choisir, d'être sexy, d'être couverte, d'être dénudée, et que surtout on enlève le côté diabolique de si on bouge ses hanches, c'est directement une invitation. Moi j'avais quand même 22 ans quand j'ai commencé le dancehall. Je suis pas du tout la même danseuse ni la même femme de 22, et maintenant que j'en ai 35, j'ai toujours été très pudique. Donc j'ai toujours été quelqu'un de pudique, mais j'ai toujours aimé danser, jouer, être sensuelle. Moi c'est vraiment la sensualité dans le dancehall qui m'a beaucoup plu. Plus le côté sensuel que sexuel. Mais j'ai des danseuses qui adorent danser en culotte, qui adorent être dénudées, et c'est leur moment précis dans un espace qui est très, on dit souvent safe space, mais au final, on l'utilise pas en dancehall parce qu'on sait que, on dit pas c'est un safe space, on sait que c'est safe. Donc, et les garçons qui sont dans le milieu dancehall, en aucun cas, ont des gestes déplacés, des paroles déplacées, ou un regard, peut-être qu'ils trouvent ça très joli et que je contrôle pas leurs pensées, mais en tout cas, dans leur comportement, en aucun cas, il y a eu un manque de respect. On devrait s'inspirer, nous, en Belgique, de cette liberté qui peut paraître, vue de l'extérieur, provoquant, choquant. Ça peut être dérangeant, même dans ma famille, quand je m'amenais peut-être des vidéos que mes amis auraient pu voir ou ma famille aurait pu voir, sorties de leur contexte. Tout de suite, il y a cette réflexion, tu vas arrêter de bouger tes fesses, tu vas arrêter de danser comme ça. Faut pas t'étonner si t'es célibataire. Il y a vraiment toute cette question qui tourne au rôle de qu'est-ce que doit être une femme et comment elle doit se tenir. Alors que
Moi, je fais juste des petits battles. Moi, je m'amuse. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment enrichissant. Ça m'a aidé, à assumer plus ce que j'aimais. Et je pense que plus j'étais en accord avec ce que j'aimais, plus j'avais du répondant. Donc, je pense que ça, c'est vraiment gratifiant. Et j'encourage toutes les filles à faire du dancehall dans un cadre propice. Je vais pas faire des mouvements dancehall en boîte de nuit, entourée de Belges qui ne connaissent rien au dancehall. Donc, je choisis aussi mes mouvements Et une autre question, c'est la question de la diversité dans les événements dancehall en Belgique. Parce que j'ai quand même voyagé dans beaucoup de pays européens pour le dancehall. Donc j'ai vu des pays comme en Roumanie où il n'y a pas de personnes issues de la culture noire, en tout cas très peu. En Suède, il y a beaucoup plus de communautés différentes. Et j'ai toujours eu ce raisonnement de me dire c'est une danse issue de la culture noire. On a des personnes issues de la culture jamaïcaine qui viennent à nos événements partager leurs connaissances, mais le public, est-ce que le public est diversifié, multiculturel? Qu'est-ce qui va faire que, au final, il y a peut-être qu'une majorité blanche qui se retrouve là alors que c'est une culture issue de la communauté noire? Et en Belgique, pour moi, on n'a pas d'excuses parce que on a des communautés, et encore plus à Bruxelles. Je me posais la question, est-ce qu'il y a un manque d'accessibilité, peut-être un aspect financier? J'ai toujours fait attention que mes événements soient entrée libre pour éviter de mettre une barrière financière. Mais je me pose toujours la question, est-ce que peut-être c'est le partage d'informations? Je me suis toujours posé la question, il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Moi, c'est quelque chose qui me touche plus. Le pourquoi les personnes de ma communauté noire, pourquoi elles sont représentées à certains événements, alors que je sais qu'en Belgique, elles sont 20, 25. On peut pas dire à Bruxelles qu'il n'y a pas de diversité alors qu'on est plongé quotidiennement dans de la diversité. Donc ça, c'est vraiment une question. Et encore une fois, comme disait Corentin, on vient chercher une culture noire et on est guest dans cette culture pour l'amener ici en Belgique. À quel moment on dénature pas, à quel moment on représente au mieux, sans pour autant s'oublier, puisqu'on est quand même... On est belge, on est en Belgique, on fait avec notre histoire belge. Ouais. Et il faut aller de l'avant avec notre histoire belge. En tout cas, vous avez l'air de vraiment respecter profondément la culture dancehall et les origines de cette danse qui semble passionnante. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir partagé et d'avoir partagé aux auditeurs et aux auditrices toutes ces informations. Et ça m'enrichit en tout cas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Au revoir. Élan d'artiste est un podcast qui interroge le lien entre art et société. Merci à Fantôme pour la création musicale, à Michael Remers pour la technique et à Charleroi Danse pour la mise à disposition de leur studio son. Élan d'artiste est diffusé par We Tell Stories et soutenu par le Fonds pour le journalisme. Si vous souhaitez réagir à cette émission, n'hésitez pas à commenter, partager et liker ce podcast sur vos plateformes. Cela nous aide beaucoup à faire reconnaître notre travail. Merci pour votre écoute et à bientôt. Élan d'artiste, Alix 2-1, let's go.